Eh bien, bienvenue chez TLM. Ma langue ne fourchera pas pour l'instant. D'accord. Vous connaissez l'actualité récente de TLM, puisqu'on a annoncé notre rapprochement avec le groupe Altis et BFM. Alors, j'ai beaucoup d'informations à vous dire aujourd'hui avant de recevoir Bernard Beltante, qui est le dirigeant de l'EM Lyon et qui va nous parler d'un projet incroyable. Vous verrez que vous allez vous délecter de ses paroles et surtout vous délecter du projet qu'il porte pour l'EM Lyon. Alors, moi, je voulais faire des clins d'œil en ce début de rencontre. Je voulais d'abord mettre en avant une société que vous avez vue. On m'a piqué les bouteilles, c'est terrible. Elles sont en dessous. Ah, il y a un jeu de piste, en fait. Et donc, vous avez dû voir à l'entrée que vous étiez accueillis par deux garçons, dont un est ici et le deuxième doit être, à mon avis, sur le front. Et en fait, ce sont deux jeunes entrepreneurs qui ont lancé des boissons assez originales. Ils vous expliqueront leur démarche avec des produits spécifiques qui viennent d'Afrique, etc., etc. Et j'ai appris, je les ai découverts à Espérance Banlieue, qui est une école, et j'ai eu la chance de goûter leurs boissons, et je me suis dit que c'était bien de leur donner un coup de main. Donc, en l'occurrence, évidemment, ils sont au début de leur aventure entrepreneuriale. Comme vous le voyez à sa tête, il est jeune, et quand on est jeune, on a moins de réseau et moins d'argent. Donc, si vous pouvez lui ouvrir votre réseau et votre argent, soit en investissant dans son entreprise, soit en toute simplicité en consommant ses bouteilles, franchement, c'est sympa. Voilà, c'était la minute publicitaire, mais quand on est entrepreneur, on ne se refait pas, et il y a une sorte de communauté entre entrepreneurs, on se soutient, et ça me fait plaisir pour le coup de vous mettre. Alors, le deuxième est là, il est venu du front au plateau. Je voulais aussi mettre en avant les influenceurs. Vous savez qu'on essaye à chaque Club 144 de vous faire vivre une expérience originale. La dernière fois, vous vous rappelez des étudiants de l'école Émile Cole qui nous avaient fait en direct une peinture. Eh bien, cette fois-ci, on a décidé de vous faire rencontrer des gens dont vous entendez beaucoup parler, qui sont parfois particuliers, parfois on a du mal à les comprendre, et pourtant, ce sont des personnes qui sont en train de créer des nouveaux business, et des business parfois très, très lucratifs pour leurs clients, pour les marques, et très lucratifs pour eux-mêmes. Alors, vous connaissez évidemment Julien Fabreau, puisque, en l'occurrence, c'est un vlogueur et il est à l'antenne de TLM depuis à peu près 1 an, je dirais maintenant. Très original dans sa manière d'aborder les choses, d'aborder les sujets. Il a vécu de belles expériences avec TLM parce que, par nos réseaux, je crois qu'il a réussi à vivre des choses incroyables auprès de la gendarmerie. Il a vécu une arrestation, il a vécu une immersion à Chamonix, je crois, non? C'était GHM, voilà, j'allais dire, c'est pas GIGN, Chamonix, c'est GHM, c'est la gendarmerie des Hautes-Montagnes. Et puis, donc, des influenceurs qu'on vous présentera, ils ont un petit badge, parce que l'idée, c'est que vous puissiez discuter avec eux lors du cocktail, et que vous puissiez leur poser les questions qu'on pourrait avoir envie de leur poser, mais qu'on ne leur pose pas. Combien tu gagnes? Non, je rigole. Mais surtout, quel est l'intérêt d'une marque, etc., etc. Alors l'idée, c'est qu'Alexis vienne nous dire un petit mot. Un petit mot. En fait, ils sont timides. Hein. Et derrière les médias sociaux, tout va bien. Mais devant, c'est plus compliqué. Merci. Donc bonjour à tous. Pour essayer de concrétiser ça, je vais vous faire un petit test. Je vais regarder ma montre. On va faire... Là, il y a eu exactement 1 seconde. En 1 seconde, il y a eu 72 000 vidéos YouTube qui ont été vues. D'accord ? Il y a eu 35 000 snaps qui ont été envoyés. Voilà, exactement. Il y a eu 35 000 snaps envoyés. Il y a eu 8 000 tweets. Il y a eu 800 publications sur Instagram. Et il y a eu 64 000 recherches Google. Donc c'est énorme. Ça, c'est du contenu qu'on fait sur le web. D'accord ? Si vous prenez une feuille Word, d'accord, que vous écrivez une lettre, un A, c'est 1 octet. C'est la façon dont on mesure le poids de la donnée sur Internet. D'accord ? Vous écrivez 29 000 milliards de A, c'est ce qui est créé sur le web en 1 seconde. Toutes les secondes, il y a 29 000 milliards d'octets qui sont créés. Maintenant, vous empilez ces feuilles web, et en seulement 9 minutes 30, on aurait fait la distance Terre-Lune, et en seulement 30 minutes, on aurait fait la distance Terre-Mars. Donc ça, c'est simplement pour vous expliquer qu'on est tous des créateurs de contenu. Quand vous écrivez sur WhatsApp, quand vous envoyez un mail, quand vous faites des recherches Google, vous créez du contenu. Mais il y a aussi des gens qui sont passionnés et qui partagent leurs publications sur YouTube, sur Instagram, etc. et qui vont fédérer une communauté parce qu'ils ont des valeurs et des idées. Et donc ces personnes-là
on ne peut pas les considérer comme des simples supports publicitaires parce qu'il faut que vos valeurs, il faut que leurs valeurs correspondent. Et si vous voulez faire passer un message, il faut engager leur communauté et pas simplement travailler de la façon la plus classique qu'on connaît, façon publicité, marketing classique. Voilà. Et je vais juste présenter les quelques influenceurs qu'on a là. Donc on a Emeline, qui est donc photographe, qui fait des photos sur la ville de Lyon et qui est aussi ambassadrice de IGERS Lyon. C'est bien ça. Bah là, sans prêtre, voilà. On a aussi Virginie. Virginie qui est donc mannequin grande taille et qui est aussi blogueuse mode. Voilà. Et on a aussi Julien Fabreau qui a été présenté tout à l'heure, donc qui fait de la création de contenu autour du voyage, autour de la technologie et un peu sur les expériences exceptionnelles qu'on peut vivre au quotidien. J'ai l'occasion de travailler avec Julien en tant qu'agent artistique, parce que, étant moi-même créateur de contenu et venant d'agence, comme je connais bien les problématiques des marques et des influenceurs, voilà, j'ai décidé de créer mon agence. Et pour vous donner un dernier petit exemple très concret, c'est très rapide, pour vous montrer que ça fonctionne, Julien est ambassadeur d'une marque de skate électrique. Donc c'est assez peu commun, mais ça parle beaucoup à sa communauté. Et en seulement 6 mois, il a réussi à générer 40 000 € de chiffre d'affaires à cette société, parce que le message qu'il portait, parce que les valeurs qu'il avait correspondaient très bien à sa société. Voilà, merci beaucoup et à tout à l'heure. Excellent. Bon, moi je vois bien Julien en train de boire ça sur un skate électrique en fait. Et comme ça, si ça fait 40 000 € de vente, c'est super. Je ne suis pas actionnaire, pardon, parce qu'à un moment donné, vous allez croire que je suis actionnaire. Je ne suis pas actionnaire de cette entreprise, c'est un vrai soutien de cœur. Je voulais donner en l'occurrence, vraiment un jour, je vais finir présentateur télé, puisque je viens de faire une belle transition. Je disais soutien de cœur. Et je voudrais donner la parole à une responsable du Secours populaire qui va vous parler d'une opération que TLM soutient depuis plusieurs années. Donc, bonjour à tous, merci de me donner la parole. Je suis Pauline Gauthier de la Fédération du Rhône du Secours populaire français. On est une association de solidarité qui aide sur le département environ 15 000 personnes par an, sur des aides d'urgence ou sur un accompagnement sur le long terme également. Et au moment de Noël notamment, on organise plusieurs initiatives, des arbres de Noël, on collecte aussi des jouets et des produits alimentaires festifs pour ces personnes que nous aidons au quotidien. Et c'est donc dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui, parce que nous allons mener cette année en partenariat avec le Périphérique Nord et la Métropole, et donc TLM qui nous reçoit aussi la 13e édition de l'opération Enfance en Noël, qui est une opération de collecte de jouets neufs ou en parfait état. Les usagers du Périphérique Nord seront invités à déposer un jouet donc à l'accueil commercial du Périphérique Nord entre le 12 et le 30 novembre. Donc c'est vraiment une opération qui est très importante pour nous, pour permettre aux enfants que nous accueillons et que nous aidons de passer des fêtes de fin d'année dans le respect de leur dignité. Et évidemment, on est à la recherche de tous les soutiens, donc des jouets, des soutiens financiers aussi. Donc, chères entreprises présentes aujourd'hui, n'hésitez pas à nous soutenir également. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet périphériquenord.com ou sur le site du Secours populaire, www.secourspopulaire.fr/69. Merci beaucoup, j'étais très émue, mais merci de m'avoir donné la parole. C'était très bien. Franchement, si vous voulez les aider très facilement, c'est simplement de relayer l'info dans vos entreprises. Faire ça, ça coûte rien. Vous faites un mail, vous passez par votre intranet, etc. C'est simple comme bonjour. Et voilà, et vous emmenez des cadeaux, vous les déposez au Périph' Nord, c'est génial. Dans les autres infos que je vais vous donner, c'est dans votre agenda, je vous l'avais dit la dernière fois, le vendredi 9 novembre, 19h30. Grâce à Jean-Pierre, nous avons privatisé le cirque Medrano, qui nous invite en totalité, donc il nous offre la totalité du chapiteau. Ça veut dire que nous invitons 2000 Lyonnais et 200 VIP. Donc notez, et si vous souhaitez des places, dites-le nous, puisqu'on en a encore quelques-unes qu'on a réservées pour le Club 144. Dans les bonnes nouvelles sur le plan business, c'est que nous avons un nouveau partenaire sur Asveltheim qui est DCB, qui est un promoteur. Nous avons aussi renouvelé le partenariat historique avec Jean-Pierre et le Salon des Vignerons. Nous avons signé avec le MEDEF pour Active Entreprendre, qui est un programme d'accompagnement entre entrepreneurs et jeunes créateurs d'entreprises. Si vous n'êtes pas au MEDEF, il faudrait y penser. Ce serait une bonne idée. Et en l'occurrence, ce programme, il est soutenu par la Villa Maya. Ça, c'est très important, un endroit à connaître à Lyon. Et puis, je voulais souligner aussi le soutien d'une entreprise qui est adéquate, qui va nous permettre de mettre à l'antenne une émission de culture et qui sera faite avec
un homme qu'on aime particulièrement chez TLM puisqu'il nous soutient depuis le début, c'est Victor Bosch, que vous aviez vu ici pour la fête de la musique quand on avait invité tous les patrons de Nuit de Fourvière, Jazz à Vienne, Printemps de Pérouge et puis Victor. Les dernières infos, nous avons eu sur ce plateau il y a quelques jours le PDG de Clear Channel qui venait parler de sa vision de la publicité dans la rue, Philippe Bodillon avec son staff. Nous avons tourné Urbanisez-vous avec Jean-Paul Brett, le maire de Villeurbanne. C'est important de le dire en ce moment puisqu'il y a un peu d'actualité politique. Et puis, nous venons de tourner Santé, c'est la vie avec la MTRL, qui est notre partenaire historique aussi également. Voilà. Et puis, je termine en rangeant les 2 bouteilles. Comme ça, je vais pouvoir donner la parole à Jean-Pierre qui va vous donner d'autres infos. Et en fait, je voulais vraiment porter cette casquette parce que je pense qu'elle est collecteur, franchement. Et c'était de nouveau une manière de faire un clin d'œil à Crafters qui, depuis 2015, fournit la totalité des habillements de nos équipes. La totalité, les t-shirts, les polos, tout ce que vous voyez, cette casquette, c'est fourni par une jeune entreprise qui depuis est devenue une plus grosse entreprise, ça se voit à la taille de la barbe. Et je voulais les saluer parce qu'en effet, d'ici quelques semaines, elle sera vraiment collecteur. Jean-Pierre, à toi. Merci Laurent, on va faire vite parce qu'on a encore beaucoup de choses et Kevin Mikou qui nous attend aussi avant l'intervention de Bernard Beltante. Juste vous dire que dans le cadre du festival Lumière qui a lieu en ce moment, tous les soirs, le journal du festival sur TLM avec nos partenaires Sogelim Dixence et la métropole de Lyon. Vous dire aussi qu'on va avoir demain soir ici, à cet emplacement précis, un concert. Donc pour ceux qui sont intéressés, il nous reste quelques places. Donc vous êtes les bienvenus à 20h. C'est dans le cadre des Étoiles du Blues avec YN Productions, une coproduction TLM YN Productions. Et donc c'est l'artiste belge Guy Verlinde qui sera là à 20h. Donc vous pouvez être là à 19h45 pour être parfaitement à l'heure pour ce concert où on vous accueillera avec beaucoup de plaisir. Lyon Testing, oui, Laurent en a dit un mot. Hein, donc c'est le week-end du 11 novembre à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Donc si vous voulez des places, là aussi on en a quelques-unes. Ça sera avec un très grand plaisir qu'on vous les offrira. Voilà, il y aura encore beaucoup d'autres choses. On va être aussi partenaire, oui, avec... une autre télévision, on a encore le temps, France Info TV, dans le cadre des journées de l'économie, on fera le plateau pour deux points l'écho, l'émission de Jean-Paul Chapelle, ce qui nous permettra aussi d'avoir des invités. Ça sera depuis les négociants le 6, 7, 8 novembre. Voilà. Kevin, comme chaque club 144, tout auréolé, on l'avait déjà félicité en septembre de son titre de champion du monde. Kevin Mikou. Bonjour messieurs, dames. Alors bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaud Devant. On va vivre une expérience ensemble, je ne sais pas encore avec qui. Chaque semaine, enfin chaque mois plutôt, on se rejoint pour une expérience de magie ou de mentalisme, et cette fois on va mélanger les deux. Je suis venu avec un bouquin, comme à mon habitude, et je vais choisir quelqu'un dans le public qui aimerait vivre cette expérience. Alors est-ce qu'à tout hasard il y aurait un volontaire? Ne vous battez pas. Merci beaucoup. Alors madame, qui détournait le regard avec beaucoup d'espoir, est-ce que vous pourriez me rejoindre s'il vous plaît? Oui, c'est bien vous. Merci beaucoup. On vous l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous laisse vous asseoir. Merci beaucoup. Alors, vous confirmez qu'on ne se connaît pas, qu'on ne s'est jamais vu, qu'on n'a rien préparé ensemble, que vous ne saviez pas que vous seriez ici aujourd'hui? Oui. Et ça a l'air de vous ravir. Encore. Alors, voilà ce qui va se passer. Je suis venu avec ce livre que tout le monde connaît, que tout le monde a reconnu. Et ce qui va se passer est très simple. Vous allez le déposer sur votre main, comme ceci. Vous allez l'ouvrir n'importe où. Et vous allez lire à voix haute les quelques mots de la première ligne. Et vous allez simplement retenir le numéro de page. Donc, vous voyez que peu importe où vous ouvrez le bouquin, vous lisez simplement à voix haute les quelques mots de la première page et vous retenez en bas à gauche le numéro de page. Et bien sûr, pour pas qu'on pense que je puisse le voir ou que quelqu'un soit caché, vous allez bien sûr l'ouvrir discrètement, lire la première ligne et retenir le numéro. Alors posez-le sur votre main. Je vous laisse l'ouvrir n'importe où et nous lire la première ligne. Je vous laisse faire. Très fort, la première ligne. 4 l'ont emmené je ne sais où, à la Bastille ou à Fort-l'Évêque. 2 sont restés avec les hommes noirs.
et vous retenez le numéro de page, et vous pouvez refermer le bouquin. Vous avez le numéro de page? Oui. Très bien, je pose le bouquin ici. Donc la première ligne, c'était 4 l'ont amené je ne sais où. Vous avez ouvert le livre parfaitement au hasard, et pourtant, j'avais fait une prédiction, mais cette fois-ci, une prédiction plutôt originale. On la regarde ensemble. Alors, on est sur le plateau de TLM, le même plateau sur lequel vous vous trouvez actuellement. On est vide, vous pouvez regarder, c'est juste avant le tournage de l'émission. Et je vais donc en profiter pour faire la prédiction maintenant, avant même que tout se passe. Et j'imagine que la page qui a été choisie, la première ligne, c'est 4 l'ont emmené je ne sais où. Merci beaucoup. Alors, on va essayer d'aller même encore un tout petit peu plus loin, cette fois, en essayant de vérifier si j'ai pu prédire le bon numéro de page. Pour la prédiction de la page choisie, je vais faire quelque chose d'encore plus original. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que quelque chose qui a pu avoir lieu dans le passé puisse avoir un impact sur le présent? Et plus précisément, si jamais quelque chose se passe dans ce passé, est-ce qu'il pourrait avoir un impact sur ce présent? On regarde ensemble. Je vais déchirer la page. Alors, on ne sait toujours pas à quelle page vous étiez. Est-ce que vous pourriez nous le dire, s'il vous plaît? La page 106. La page 106. Alors, je le fais tout doucement. Vous confirmez qu'on approche la centaine. On est à 60, 70, 60. On passe les 80, 90. Et quand on arrive près de votre page, vous confirmez que c'est bien la page qui manque. On regarde la suite des images. La déposer dans cette enveloppe. Et que je vais déposer sous la chaise sur laquelle vous serez assise tout à l'heure. Alors, est-ce que vous confirmez que je ne me suis pas approché de vous? Personne n'a rien apporté. Je vous laisse vous mettre debout et vérifier si effectivement, sous la chaise, logiquement, je le montre à tout le monde, on a une enveloppe qui est fortement scotchée. Vous confirmez que l'enveloppe est fermée? Oui. Je vous laisse l'ouvrir. Je réouvre le bouquin à la bonne page. La page est là, mais ce qui serait encore plus incroyable, messieurs, dames, c'est que, bien entendu, la page corresponde parfaitement à la déchirure qui a été faite dans le bouquin. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présent. On se remercie. Merci infiniment. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine émission de Chaud Devant et ça sera diffusé vendredi à 18h50. Merci, messieurs, dames. Merci. Merci beaucoup, Kevin. Nous accueillons donc Bernard Beltante, directeur général d'EM Lyon. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, 4 l'ont emmené je ne sais où. Moi, je pense que c'était à Casablanca, d'où vous rentrez, me semble-t-il, ce week-end, où vous avez inauguré un des nouveaux campus d'EM Lyon. Je vous propose de faire juste un petit retour en arrière. Ça permet de lancer le sujet, évidemment, dont vous allez nous parler. C'était l'annonce en janvier dernier, donc du retour d'EM Lyon à Lyon, après une cinquantaine d'années passées à Écully. On retrouve donc ce reportage d'Aline Picard, c'était le 16 janvier dernier. L'annonce a été faite ce matin, l'EM Lyon va déménager. L'école de commerce intégrera un tout nouveau campus en 2022 à Gerland et quittera donc ses locaux historiques d'Écully. Il était extrêmement difficile de construire sur les locaux existants tout en ne fermant pas l'école. Nous avons discuté avec la métropole pour trouver cet atterrissage en 2022 au cœur de Gerland. C'est une bonne nouvelle pour, bien sûr, pour le quartier de Gerland, parce que ça va venir renforcer sur un ténement industriel qui aujourd'hui n'était plus occupé, c'est le ténement de Nexens. On ne peut pas dire simplement il faut rester absolument à Écully et bloquer le développement de l'EM, parce que bloquer le développement de l'EM, c'est quelque part l'appauvrir et demain la faire disparaître finalement du champ des grandes écoles. Dans 4 ans, c'est donc une EM toute neuve qui sortira de terre dans le 7e arrondissement sur 30 000 m². Un campus nouvelle génération où étudiants et chercheurs pourront tout trouver sur place. Un lieu hybride pour leur permettre de développer toujours plus leur savoir et leurs compétences. Nous utilisons une image
Liège, vous savez tous ce que c'est qu'un centre commercial. Vous pouvez y aller pour des services publics, vous pouvez y aller pour la banque, vous pouvez même y aller pour des soins médicaux, vous pouvez y aller aussi pour le cinéma, vous pouvez y aller pour du loisir, bref. Imaginons que l'école de demain soit ouverte à toute la transformation des individus tout au long de leur vie. Et c'est cela qu'on veut faire en 2022 à Lyon, le premier grand môle de l'intelligence. L'objectif de l'école est aussi d'augmenter son nombre d'élèves. Il passerait de 3 600 aujourd'hui à 10 000 en 2023. Voilà. Bernard Beltante, je vous laisse maintenant nous présenter plus en détail ce très beau projet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que j'ai 20 minutes, c'est ça, pour essayer de passionner sur cette école. Quelques mots peut-être sur EM Lyon avant d'entrer dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Activité globale de EM Lyon, on va être cette année sur un budget de 110 millions d'euros d'activité. On était à 53 il y a 4 ans, 2014. L'école est profitable. L'école ne reçoit pas un seul centime d'argent public aujourd'hui. Et l'école paye la totalité de ses loyers aux propriétaires de ses bâtiments. C'est aujourd'hui à peu près 5100 étudiants en formation, on va dire, initiale. Et nous recevons à peu près chaque année environ 7000 personnes qui viennent développer leurs compétences et qui sont dans différentes entreprises. 35% de notre chiffre d'affaires est fait par des entreprises et 65% par des individus. Comme ça, vous avez à peu près les lignes, 140 professeurs permanents et 500 collaborateurs. Donc c'est ce qu'on appelle une ETI, qui est également présente à Shanghai, à Bhubaneswar en Inde, à Casablanca. Et quand je dis présente, ce n'est pas pour y envoyer nos étudiants, c'est pour travailler avec des entreprises et des individus qui sont de la zone. Sur le campus de Casablanca que nous avons inauguré ce week-end, samedi, nous avons déjà 20 nationalités africaines qui viennent, et c'est à peu près 600 personnes qui sont formées en formation initiale, plus formation de Renault, Renault pour l'Afrique, formation pour les banques marocaines. Alors tout ça, ça montre que EM Lyon a entré dans une phase de mondialisation, bien évidemment. Nous ne pouvons pas aujourd'hui considérer que le management se fait dans des frontières nationales. Nous ne pouvons plus considérer que l'école est une école qui est destinée à des gens qui étaient en classe préparatoire. Pour celles et ceux que ça intéresse, les classes préparatoires représentent 18% de notre activité. Et nous ne sommes pas les seuls. À HEC, c'est 12%, à l'ESSEC, c'est 16%. Et je dirais, plus on descend dans les classements, plus les classes préparatoires ont de l'importance. Et pourquoi on a fait ce grand mouvement au cours des 10 dernières années, c'est parce que dans la compétition mondiale, nous avons été confrontés au phénomène des accréditations internationales. Il y en a trois grandes accréditations internationales, qui sont EQUIS, ACSB et EMBA. Et aujourd'hui, il y a à peu près 9600 business schools dans le monde, répertoriés par les États, et il y en a 1% qui détiennent ces 3 accréditations. Et pour détenir ces 3 accréditations, il faut financer de la recherche, il faut financer l'international, il faut financer des locaux. Donc ça demande une croissance, donc ça demande des capitaux. Et donc sur cette dynamique-là, on s'est posé la question avec la Chambre de commerce et le président de l'école, Bruno Bonnel, on s'est posé la question de savoir en 2014-2015 s'il fallait rester à Écully ou pas. Alors Écully, 1972. Pour aller de la place Bellecour à Écully en 1972, je pense qu'il fallait un quart d'heure. Même à 18h. Aujourd'hui, si vous voulez venir à l'école à 18h, vous voulez partir de la place Bellecour, il vous faut 1 heure, 1 heure et quart, et encore parfois ça passe pas. Vrai problème de transport en commun. Or, nous avons en période de pointe 3000 étudiants sur le site, dont 87% vivent à Lyon, intramuros. Et un peu plus de la moitié vivent dans la presqu'île. Nos étudiants, les apprenants dans les programmes de formation continue viennent de toute la France. Quand ils arrivent à la Pardieu, il faut qu'ils montent à Écully. Pas si simple. Et également, nous sommes
pour aller à Saint-Exupéry, il faut bien choisir son heure, ou alors il faut prendre des délais extrêmement importants. Ça, c'est un premier point, le problème de la géolocalisation, et puis le fait que, à titre personnel, je trouve dommage quand même qu'une école n'ait pas de bistrot en face de chez elle. Et je mets au pluriel, parce que ça permet quand même de socialiser un tout petit peu différemment, sans ça vous tournez dans votre propre monde. Deuxième élément, nous vivons une révolution industrielle majeure dans l'éducation. Cette révolution industrielle dans l'éducation, c'est bien évidemment c'est ce qu'on appelle l'impact du numérique. C'est quoi? Pour nous, c'est relativement simple. Le numérique supprime les stocks et les transforme en flux. Et nous avions l'habitude d'avoir des stocks de profs, des stocks de cours, des stocks d'étudiants, des stocks de salles de cours, des stocks de stagiaires, des stocks de diplômes. Sauf que quand vous faites payer, selon les programmes, entre 15 000 et 25 000 euros par an, standard faible par rapport à ce qui se fait au Royaume-Uni, par exemple, vous ne pouvez pas offrir ce que tout le monde trouve gratuitement sur son smartphone. Donc il a fallu redéfinir le modèle. Et redéfinir le modèle signifie qu'il faut rentrer dans une industrie qui aujourd'hui mixe le présentiel et le distanciel. Si on veut faire du 100% distanciel, on n'a pas de raison d'être, on n'a pas besoin de murs. Donc qu'est-ce qu'on est capable d'ajouter? On est capable d'ajouter de l'expérience. Apprendre par l'expérience. Confronter les startups, confronter différents types de personnes à l'expérience. Et donc c'est un mix subtil entre du savoir académique online, disponible en permanence. Juste un exemple. Si vous venez à Écully, dans ce qui était la bibliothèque, pour ceux qui l'ont connu, avec des rayonnages, des livres bien classés, tu sais, on se déplace comme ça pour voir les titres des auteurs, on en chope un au hasard, on dit tiens, peut-être que celui-là il est bien, ou si le prof a demandé de lire tel livre, comme vous n'en avez pas 75 exemplaires, ben c'est les premiers servis, et puis vous attendez 8 jours que le livre revienne. Ça, c'est le vieux monde. Aujourd'hui, vous avez envie d'un... Je sais pas, moi, je prends un livre, Magie et Management, hein, puisqu'on a parlé de magie. Et là, on va vous demander, est-ce que vous voulez affiner votre demande? Vous voulez l'affiner par le genre, c'est-à-dire est-ce que les lecteurs, vous voulez des lecteurs femmes, des lecteurs hommes? Est-ce que vous voulez des lecteurs de plus de 25 ans, moins de 25 ans? Est-ce que vous voulez des lecteurs de la première année du programme Grande École de l'école? Est-ce que vous voulez les lectures qu'on fait? C'est-à-dire qu'on est capable de profiler à partir des données rassemblées sur les pratiques de notre bibliothèque électronique un certain nombre de types d'ouvrages. Et les ouvrages apparaissent. Et vous les apparaissent à l'écran, data visualisation, et vous pouvez affiner. De la même manière, vous pouvez travailler en disant, vous prenez le livre, et vous apercevez que, hop, tiens, il y a Igor à Saint-Pétersbourg qui est en train de lire le même livre. Il est peut-être de l'école ou pas de l'école. Vous cliquez dessus, et vous pouvez rentrer en conversation avec Igor, avec Yann, avec qui vous voulez, dans le monde entier. C'est ça, les nouvelles formes de construction du savoir. Ça, tous les étudiants l'ont aujourd'hui sur leur portable, où qu'ils soient dans le monde. La bibliothèque est ouverte 24 heures sur 24. Vous voyez comment on a transformé un stock en flux permanent. Et bien évidemment, ça veut dire que les espaces d'apprentissage doivent évoluer. Nous ne pouvons plus aujourd'hui assurer notre mission qui est l'employabilité des différents participants en les mettant dans des salles fermées, avec des tables vissées sur le sol, et avec une pédagogie à un sens, c'est-à-dire il y a un sachant, et les autres écoutent sagement, comme vous êtes en train de le faire en ce moment. Donc, nouvel immobilier pour répondre à cette éducation par les flux. Ça, c'est clé. Et donc, on a eu plusieurs projets. On a eu des projets sur Écully, on a eu des projets sur la métropole. Et comme le disait David Kemenfeld, il y a eu la volonté également de la métropole de développer un campus au sud de Lyon, proximité de l'école normale supérieure, proximité de l'ISARA, proximité également du sport avec le loup. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un seul écran, mais alors ça va être tout petit, hein.
pensais qu'il y avait plus d'écrans que ça, mais c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Donc l'idée pour nous, comme je vous le disais, c'était de sortir à Écully où finalement on était juste avec l'école centrale, un peu l'Institut Paul Bocuse, des champs, super. Et de revenir dans une cité, de revenir dans un quartier où il y a une vie sociale. Remettre l'école dans la cité, remettre les futurs dirigeants d'organisations dans la cité, ça a du sens. Ils ne peuvent pas vivre et grandir uniquement entre eux. Aujourd'hui, la porosité des différents univers fait que nous devions revenir. 10 minutes des gares TGV par métro, on aura une station de métro quasiment à la sortie de l'école, clin d'œil Jean Jaurès, avenue Jean Jaurès, et moi je propose qu'on mette le numéro 1 de l'humanité, signé par Jean Jaurès, au début du XXe siècle, parce que c'est ça l'histoire. C'est l'histoire, et surtout, ce lieu n'est pas neutre. Le site, vous voyez où est la station, les deux stations de métro, l'avenue Jean Jaurès en bleu, le site est là. C'était le site de Nexens. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un site qui a contribué à l'industrialisation de Lyon. L'école a été créée en 1872. Pas pour rien qu'on vous dit qu'on va inaugurer l'immeuble en 2022. 150 ans. L'inauguration de ce nouvel espace devrait terminer l'année du 150e de l'école. Je m'adresse à des diplômés qui savent ce que ça veut dire. Ce sera un événement extrêmement, extrêmement fort. Et surtout, ça montre le lien que cette école a toujours eu avec son écosystème lyonnais, même si elle est aujourd'hui présente mondialement. Pourquoi ce site? Eh bien parce que, à la fin du 19e siècle, avec les barrages qui se sont mis en haut, les écluses, on a commencé à pouvoir retenir l'eau et on a commencé à électrifier Lyon. Mais pour électrifier Lyon, il fallait des câbles. Il fallait produire les câbles. D'ailleurs, c'est une entreprise suisse, je crois, qui s'est installée là et qui a produit les câbles de Lyon. Eh bien, nous serons sur ce site-là. Je pense que c'est un vrai symbole. Je parlais de Jaurès avec un clin d'œil, mais ce n'était pas une facétie. Là, je pense qu'il faudra à un moment donné qu'on symbolise le fait que nous sommes sur un des éléments du cœur industriel de l'économie de Lyon. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le pourquoi de ce projet-là, le lien avec les origines de l'industrie à Lyon. Et donc aujourd'hui, il y a une grande dalle. Et qu'est-ce que nous allons y faire? Alors, je suis désolé parce que vous n'allez pas pouvoir lire, mais le point principal pour nous, c'est justement une éducation par les flux. Nous voulons créer des espaces d'une éducation par les flux. Et cette éducation par les flux, c'est de dire que demain, vous allez avoir des parcours d'apprentissage dont une bonne partie, je ne sais pas, 30, 40, 50%, se fera par accès online, de manière digitale, quand vous le voudrez. Nous sommes en train de passer dans le monde de l'éducation. Alors, il y a des gens plutôt jeunes dans la salle, donc je ne sais pas si mon exemple va leur parler. Puis je vais parler de l'ORTF. Donc ceux qui ont un peu plus de 40 ans savent à peu près ce que c'est que l'ORTF. C'était les chaînes nationales. Et Jean-Pierre, on se rappelle que ça tombait à 20h le journal, 20h30 c'était le film. Tout le monde au même moment. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est, mais parce que vous, quand vous avez envie de faire pipi, vous vous arrêtez, vous allez aux toilettes, vous revenez, vous relancez le film. À cette époque-là, c'était pas possible. Alors vous reveniez, puis vous compreniez plus si vous étiez sur un film un peu compliqué. Et tout le monde regardait à la même temps la même chose. Stock. Et donc nous devons passer de l'ORTF à Netflix. C'est-à-dire la capacité pour chaque individu de s'approprier son processus d'éducation et de transformation. À chaque moment où vous le voulez. Déjà aujourd'hui, certains programmes de M Lyon commencent à la carte. Vous arrivez, monsieur, dit voilà, je suis intéressé par tel programme.
il y a 2 ans, 3 ans, on vous disait, bah, écoutez, désolé, la rentrée elle est passée en septembre, c'est septembre de l'année prochaine. Vous l'acceptiez il y a 10 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, vous dites, non mais attendez, moi, dès que je demande un truc, je l'ai là-dessus. Je commence tout de suite. Eh ben oui, commencez tout de suite. C'est une révolution. Hein. Dans un monde qui est structuré autour du savoir, de stock de savoir, de détenteurs du savoir, parfois ils croient être détenteurs de la vérité, alors ça devient des vrais stars. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce qu'on va faire. Ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Et donc, le mot-clé, c'est d'avoir une grande sorte de grande hub qui va permettre, à un moment donné, de venir créer l'émotion. On nous parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Oui, bien évidemment, nous savons tous que dans 4-5 ans, quand nous irons voir notre banquier, il nous dira « Allez, on regarde votre bilan à hier soir. » Pas au 31 décembre certifié par vos commissaires aux comptes. Non, hier soir. Hier soir, madame, monsieur, vous étiez, voilà votre bilan, certifié par une technologie blockchain. Ah, le monde de l'expertise comptable bouge un peu avec ça. Hein. Ce n'est pas un rêve. Là, c'est aujourd'hui. D'accord, c'est un flux, ça aussi. Hein. C'est du stock au flux. Le bilan, une fois par an, c'est terminé. Ça change. Donc, il va bien falloir, si vous voulez, qu'on adapte l'ensemble de nos processus de production à cette économie des flux. C'est ça le numérique, c'est une économie de flux. Donc pour nous, c'est le mot-clé. Et c'est pour ça qu'on parle, je le disais dans la présentation, alors je vais utiliser un mot français parce que j'avais utilisé le mot anglais de MAUL, un centre commercial des intelligences. Parce qu'il y a l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence émotionnelle. Celle avec laquelle vous faites le lien humain. Celle avec laquelle vous pilotez vos organisations, quelles qu'elles soient. Enfin, j'espère. L'intelligence individuelle, l'intelligence collective, les intelligences. Et on sait aujourd'hui que ce n'est pas parce que vous n'avez pas le bac que vous n'êtes pas intelligent. Oserais-je dire que dans quelques années, on pourra accueillir dans ces processus de formation des gens qui n'ont pas le bac? Bien évidemment. À partir du moment où ils ont une intelligence et une capacité de création, nous devons être capables de les accompagner. C'est une compétition mondiale. Vous n'allez pas me dire que ça va nuire à l'image de Lyon. Le MIT, Stanford, Oxford ont des programmes pour des gens qui n'ont absolument aucun diplôme. On donne sa chance. Donc toutes ces intelligences doivent se retrouver là, et c'est pour ça que nous sommes partis sur une logique de dire il ne peut plus y avoir de mur. Je vous invite à venir voir notre nouvelle bibliothèque à Écully. Il n'y a plus de livres, mais des espaces d'échange totalement connectés. Les étudiants peuvent réserver sur leur smartphone ce qu'on appelle les brain bubbles, pour travailler leur cerveau comme ils le veulent, quand ils le veulent, le temps qu'ils le veulent. Comme on ne sait pas automatiquement où sont les étudiants, il faut quand même pouvoir de temps en temps les géolocaliser quand vous êtes prof et savoir où sont vos étudiants en train de travailler quelque part. Donc ça, c'est le mot-clé. Ensuite, il va falloir prendre ce projet entre 2 grandes contraintes. Globalisation. Aujourd'hui, plus de 35% des participants de nos programmes ne sont pas français. 48% des professeurs ne sont pas français. La quasi-totalité de nos programmes peuvent être suivis en anglais. Le monde entier vient. Et quand vous êtes indien, ben vous êtes végétarien. Est-ce qu'on a adapté notre nourriture à des étudiants végétariens? Pas encore. Ah si, on va mettre un petit plateau là. Ceux qui ne sont pas comme les autres, vous avez le droit de prendre ça. Il faut complètement changer. Globalisation. Il faut qu'à n'importe quel moment dans ce nouveau lieu, on sache ce qui se passe à Shanghai, en Inde, demain en Amérique latine,
Il faut le savoir, il faut connecter le monde. Pourquoi? Parce que les entreprises fonctionnent de cette manière-là. Le digital, vous avez compris pourquoi nous devons faire un immeuble de l'intelligence digitale. Un immeuble performant, performance durable, bien évidemment performance économique. Comme je vous le disais, on ne reçoit pas de subvention, donc il faut qu'on se débrouille tout seul. Et l'éco-intelligence, je vous en ai parlé. Et de l'autre côté, exemplarité environnementale et du bien-être au travail. Nous avons créé un campus à Paris. Venez le voir. C'est un premier pas sur un campus digital. Tout le monde vient, de toute l'Europe, pour voir ce qu'on a fait. Et les gens sont surpris parce qu'il y a une salle de silence. Comme il n'y a plus de bibliothèque, il n'y a plus d'endroit où il y a du silence. Comme on travaille toujours en groupe, il y a des moments, on le sait dans les sciences cognitives, on a besoin que ça repose. Ou même, moi, il y a des moments où j'ai besoin de dire, j'irais bien faire une sieste de 5 minutes. Il faut être décomplexé, hein. C'est pas parce que je suis au boulot que je n'ai pas le droit de faire une sieste de 5 minutes. Puis même d'1 heure si j'ai... Salle de silence, avec des fat boys, et vous pouvez faire ce que vous voulez dedans, mais la seule règle, pas de bruit. Les gens viennent y préparer les pitchs qu'ils vont faire dans un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça fait partie, si vous voulez, du bien-être. Parce que quand vous dites on est nomade, un des mots-clés, c'est la désorientation. Désorientation du monde actuellement. Avec la puissance du digital, tout ce qui se passe d'un point de vue public, on est désorienté. Donc il faut trouver des moments où on réoriente les individus. Et bien évidemment, 2 éléments très forts. L'ouverture sur la ville. Nous devons être exemplaires pour la ville de Lyon. Nous devons accueillir la ville de Lyon. Nous devons être ouverts sur la cité. Or, l'ouverture d'un monde académique, c'est surprenant. N'oubliez jamais que les universités ont été créées avec une interdiction formelle au roi de France d'entrer en armes à la Sorbonne, avec son épée à la Sorbonne. S'il rentrait à la Sorbonne, il devait poser son épée et descendre de cheval. C'est un signe, hein, lorsque les universités ont été créées. On les a fermées pour les protéger, pour protéger leur liberté de penser. Aujourd'hui, il faut les ouvrir. Nous devons nous ouvrir au monde et à la cité. Impact sur l'économie et l'emploi, nous devons être un lieu où toute personne qui a envie de créer quelque chose puisse venir trouver un support sur l'école. Et donc quand on prend tout ça, les 4 grands éléments, un lieu de rencontre des communautés internationales, et ce sera le siège d'une organisation globalisée qui portera Lyon dans le monde entier. Notre mission, c'est de transformer en continu les individus. On ne dit plus les former, parce qu'après tout, vous pouvez vous former tout seul. Vous transformer tout seul, c'est un peu compliqué. Mais se former tout seul, c'est pas compliqué. Sincèrement, apprendre des choses, c'est pas compliqué. Des espaces figitaux, donc comme physique et digital, le figital. Et puis, ma grande exigence avec mes collaborateurs aujourd'hui et dans la logique de l'immeuble, c'est que je suis un accro Lego. Non pas que j'y passe des heures à jouer au Lego, mais c'est le principe même de la simplicité qui permet la complexité. Imaginez que je mette 250 pièces de Lego dans un sac, et que je crée autant de sacs que ce que vous êtes ici. Chacun pourra dire on a la même pièce de Lego. Une simplicité absolue. Par contre, chacune et chacun d'entre vous va faire sa propre œuvre. Et demain, la transformation des individus permettra que chacun et chacune, à partir des Lego online, des rencontres en présentiel, des rencontres dans le monde, va construire son propre parcours de transformation, son propre parcours professionnel tout au long de la vie. Tout au long de la vie. On ne quitte pas EM Lyon quand on a son diplôme. D'ailleurs, je pense que les diplômes, s'ils existent dans 5 ou 10 ans, ils seront amortissables. C'est-à-dire qu'ils ont une durée de vie de 10 ans.
Et tous les 10 ans, on va vous en enlever une partie, parce qu'on estime que finalement... Ne dites pas ça n'existe pas. Stanford. D'abord, Stanford commence à enlever les diplômes à ceux qui se font prendre par la patrouille sur le plan juridique et fiscal. Et donc, ce sont des vrais sujets. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous présenter. Donc, une logique de Lego. Il faudra partout. Là, on travaille avec les architectes en ce moment. On a donc fait un appel à projet. On a eu 23 propositions. On n'avait jamais utilisé le mot campus. On a éliminé tous ceux qui avaient mis « on va faire le campus de M Lyon ». Parce que campus, c'est fermé. Sauf aux États-Unis, mais ils font des villes parce qu'ils ont des vraies surfaces. Et on en a retenu 4. Et nous saurons en décembre, avec un concours international, nous choisirons le projet qui, pour nous, pour nos actionnaires, pour la ville, représenteront le plus beau projet porteur de cette image de M Lyon Business School. Voilà, en quelques mots, j'espère avoir été clair. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Bernard. On va prendre les questions tout de suite. C'est déjà pris. Ah oui, on va aller chercher une bouteille pleine. Qui sont les actionnaires de M Lyon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Toujours? Toujours. Même s'ils ne donnent plus rien, hein, on a bien compris. Pardon? Ils ne donnent plus rien en exploitation. Ils ont beaucoup donné. Oui. Non, attendez, moi je vais vous dire, si je regarde de 2000 à 2015, en subvention, ils ont envoyé 100 millions d'euros sur l'école. Il n'y a pas beaucoup de chambres de commerce et d'industrie qui l'ont fait. Et merci. Et si aujourd'hui, nous avons travaillé avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon en parfaite harmonie, c'est parce qu'ils sont confrontés à des enjeux de financement qui sont très lourds pour eux et qu'il était parfaitement responsable pour la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon de dire comment peut-on mettre l'école à l'abri des, je reprendrai un des mots du président Humberton qui a été public, des vicissitudes autour des chambres de commerce et d'industrie. Et comme le modèle de l'école est un modèle vertueux, eh bien on a pu prendre une certaine indépendance. Et qui continuera, je pense, dans les années à venir. Le personnel va devenir actionnaire de l'école également. Et quand ce ne sera plus donc, la Chambre de commerce et d'industrie, ça sera qui alors? On ne sait pas. On a le temps. D'accord. On a le temps. Et ça va se faire à quelle échéance, ça? Aucune idée. On n'est pas pressé dans la mesure où, si vous voulez, on a aujourd'hui une école qui est capable de financer entre 12 et 15 millions d'euros d'investissement par an. Ce qui nous permet d'aller sereinement. On n'est pas nombreux en France et en Europe à pouvoir le faire. Aujourd'hui, on le fait. Donc, ce qui nous permet de transformer la pédagogie, ce qui nous permet de faire des investissements massifs sur le digital, ce qui nous permet aussi d'attirer aujourd'hui des professeurs de standards internationaux, ce qui nous permet également d'investir avec des entreprises sur des logiques d'innovation. Donc, à court terme, il n'y a pas d'urgence. À moyen terme, c'est la recomposition du paysage de l'éducation en Europe. Okay. Mais on est prêt. Ça pourrait être une fondation éventuellement? Pardon? Ça pourrait être une fondation? Alors, qui contrôle l'école? Alors, une école, enfin nous faisons... une école est une entreprise. Dans l'enseignement supérieur, une école est une entreprise. C'est une entreprise qui a besoin de fonds propres. Il n'y a pas d'entreprise sans fonds propres. Donc nous devons doter nos écoles des fonds propres. Et tout le système éducatif aujourd'hui se pose la question, y compris public, de savoir pendant combien de temps on va pouvoir continuer à fonctionner avec des financements publics dont on n'assure pas systématiquement un retour sur investissement positif, financier ou social. Je tiens à dire quand même qu'aujourd'hui, à part des éléments d'autocensure, nous avons tous les moyens pour accompagner des étudiants qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de ressources, pour être dans l'école.
Et notamment grâce au soutien d'entreprises. Alors, question dans le public. Bonjour, est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur les services et espaces qui vont être accessibles au grand public? Ce lien avec la ville, les habitants? Alors, une manière sur les services et les... Alors d'abord les espaces, parce que nous aurons en intérieur ce qu'on appelle un cœur battant. Un espace qui va être extrêmement modulable, mais où je pense on sera capable à la fois de faire un espace plat où on pourra recevoir 1500 personnes qui resteront debout, mais qu'on pourra transformer en amphithéâtre pour un orchestre. Le M aujourd'hui, c'est 500 événements par an. Imaginez qu'on ramène 500 événements au centre de la cité. Alors l'événement, ça peut être des orchestres, ça peut être des tas de choses, des conférences. Voilà un premier élément, c'est d'ouvrir la richesse de la créativité de nos étudiants, c'est eux qui portent les ouvrir à la cité. Donc sur tout ce qu'on va appeler l'événementiel de M. Ça c'est un premier point. Peut-être pour d'autres de venir profiter de ces locaux, parce qu'on réfléchit beaucoup, par exemple, est-ce qu'il faut qu'on fasse un grand amphithéâtre de 800 places, alors qu'il y en a un à Normal Sup à côté, hein? La réponse elle est simple, c'est non. On va chez eux quand on aura besoin d'acier 800 places, ils pourront venir chez nous s'ils ont besoin de quelque chose un peu plus... Il faut commencer. L'espace est une ressource rare dans la cité de demain, déjà d'aujourd'hui. Donc soyons capables de partager. Autre élément, vous avez un projet de création d'entreprise. Pourquoi pas venir nous voir, pourquoi ne pas venir voir EM Lyon et dire, est-ce que je peux profiter de ce qu'on a aujourd'hui? On a ce qu'on appelle les Makers Lab. C'est-à-dire, vous allez trouver dans une école de management des imprimantes 3D, des machines à découper au laser, de quoi faire de la soudure et des choses comme ça, parce qu'on va jusqu'au bout du projet. Nous avons exactement les mêmes labos que les écoles d'ingénieurs. Quand on était aux mines Saint-Étienne, ils ont exactement les mêmes logiques. Eux, ils sont dans la posture industrielle, nous, on est sur la créativité. Demain, vous avez un projet, vous voulez tester et aller jusqu'au bout du prototypage. Mais en même temps que vous allez aller jusqu'au bout du prototypage, on va vous dire, voilà comment on peut construire un business plan. Vous l'aurez d'abord eu là-dessus, et puis vous viendrez tester avec des étudiants, avec des diplômés, avec des professeurs, votre idée. Voilà un élément d'ouverture. Events au sens large, et ensuite sur la créativité, et notamment la créativité d'activité. C'est les deux grands points. Alors on peut dire après on ouvrira la restauration, parce qu'on imagine une restauration extrêmement mobile, changer tout. Ça sera ouvert 24 heures sur 24. Et avec une logique qui est de dire, surtout pas de cafétéria, où on bouffe 2000 mètres carrés qui sont ouverts juste entre 12 et 14. L'espace est rare. On a besoin de lieux. Par contre, peut-être qu'ayant commencé à travailler à 3 heures du matin, peut-être que sur le coup des 9 heures, j'ai envie d'une pizza. Mais il faudra trouver la pizza sur place. Alors ça existe, il y a des robots pour faire les pizzas. On en a vu récemment. C'est absolument extraordinaire. Et c'est bon. Puis à Lyon, quand on a commencé à 3 heures, parfois il y a le machon vers 9 heures. C'est vrai. Mais là, après, il y a le problème de l'alcool dans les écoles. Parce que le machon sans alcool, enfin sans petit rouge. Autre question. Bonjour monsieur, David Ornus, directeur d'une société à Lyon qui a 5-6 collaborateurs. Tout d'abord, merci de votre exposé. Très excitant, je viens demain au nouveau campus, qui ne s'appellera pas campus de l'EM Lyon. J'ai juste une question, vous parlez de l'impact sur l'économie. Il me manque, moi, chef d'une petite entreprise, si ce n'est une toute petite entreprise, le mot entrepreneuriat que vous avez commencé à évoquer ici et le mot ouverture vers l'entreprise. Aujourd'hui, je reçois 10 CV par jour, moi, entre LinkedIn, Facebook, Viadeo, le courrier, de jeunes qui viennent de différentes écoles de commerce, ou pas d'ailleurs, et qui cherchent des débouchés professionnels. La vraie satisfaction d'un entrepreneur, en dehors de faire du profit et que sa société fonctionne, c'est de créer de l'emploi pour pouvoir attirer des jeunes dans son entreprise, les faire grandir, leur donner de la maturité, de l'indépendance financière et qu'ils puissent ensuite prendre leur envol. Il m'a manqué dans votre présentation cette ouverture vers le monde de l'entreprise et pas des boîtes du CAC 40,
des TPE, des PME en territoire. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez préciser votre pensée là-dessus, ça m'intéresse. Merci. Alors, d'abord, c'est tellement présent dans notre ADN que je n'ai même pas pensé de parler de ça. C'est-à-dire que nous sommes très concrètement totalement orientés sur l'employabilité et la création d'activités. Alors, pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'aujourd'hui, en moyenne, un étudiant a entre 14 et 15 offres d'emploi, 4 à 5 mois avant sa sortie de l'école, pour le full-time. Parce qu'on reçoit, je vous dis, entre 7000 et 7500 managers, dirigeants d'entreprise, et qu'on les fait travailler aujourd'hui avec des... On regarde un an après ce que ça donne. Parce que l'année dernière, on a 109 étudiants qui ont créé leur boîte. C'est pas mal. Mais on a deux évolutions. La première, c'est que nous avons abandonné le mot entrepreneuriat. Et volontairement. Pourquoi ? UM Lyon a créé en 1984 le premier incubateur académique. 1700 entreprises créées, taux de survie au bout de 5 ans, 85%. Pas trop mal, en termes de chiffres. Sauf que je suis une école privée. Et que quand je vois que tout le monde fait la même chose que moi, tout le monde, qui n'a pas son incubateur ? Qui ? Peut-être même que TLM va faire son incubateur. Mais pourquoi pas ? Non mais tout le monde. Plus distinctif. Plus distinctif. Et là où l'incubateur était distinctif, c'était dans une société où on ne pensait pas automatiquement à la création d'entreprises. Là où j'interroge les incubateurs tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, c'est que vous mettez 1 an et demi, 2 ans avant de lâcher quelqu'un, vous faites passer du temps et du temps à refaire les business plans et la vente. Aux États-Unis, vous n'avez pas bouclé au bout de 6 mois un premier tour de table, votre produit n'est pas sur le marché au bout de 6 mois, dehors de l'incubateur. Si vous voulez mettre un produit parfait sur le marché, vous êtes en retard. Vous aurez quelqu'un qui aura déjà mis l'idée. C'est-à-dire qu'il faut complètement changer le rapport à la création. Et c'est pour ça, je n'ai pas mis là, ceux qui nous suivent, et je salue Jean-Marc Atlan, le patron d'Ecno, parce qu'on a fait ça ensemble. On est parti d'une vision qui était Educating Entrepreneurs for the World à Early Makers. C'est quoi les makers? Regardez aux États-Unis, ce sont des gens qui se baladent avec no school, no university sur le t-shirt. Moi, je me dis, c'est eux qui vont nous disrupter. Et les mecs sont en train de dire, pas besoin d'université et d'école, on se démerde tout seul. Donc on est allé voir ce qu'ils faisaient. Beaucoup d'expérientiel. Et puis on voit les universités américaines qui rentrent dans l'expérientiel. Les entreprises, en ayant de plus en plus de data, ont besoin de plus en plus de gens qui créent. Tous les gens qui, dans petites ou grandes entreprises, analysent des tableaux, remplissent des chiffres. Ces emplois-là vont disparaître. On va les remplacer par quoi? Rapidité d'action, capacité à inventer, capacité à aller chercher ce qui est différent. C'est ça, être un early maker. Quelqu'un qui est en avance. Donc ça, on a bougé d'entrepreneur. Alors, au moment où on bouge sur l'entrepreneuriat, c'est là où on a le plus de jeunes, d'étudiants qui ont créé le nom d'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on l'a abandonné, mais ça veut dire qu'on met dans la pédagogie, systématiquement, des actions réelles. Et on va jusqu'au bout. Deuxième sujet, ça c'est donc le premier sur entrepreneur. Deuxième sujet, c'est TPE, PME, ETI. On n'est pas bon. On n'est pas bon, et c'est un souci que j'ai. Alors pourquoi on n'est pas bon? Parce que, alors d'abord, quand vous avez un tiers de vos étudiants qui ne sont pas français, il y a quand même un bon nombre qui repartent travailler dans leur pays. Et d'une manière générale, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est près de 40% de nos diplômés qui partent travailler à l'étranger, pour le premier job.
Ça fait des années que j'avertis les pouvoirs publics en leur disant, vous êtes encore sur la fin du XXe siècle, vous pensez qu'ils vont revenir. Eh bien non. Parce que j'ai quelques cheveux blancs, et ça en fait quand même quelques-uns que je vois partir depuis quelques années, j'ai dirigé 2 écoles avant. Donc on a une fuite des cerveaux. Ils vont à Dubaï créer des boîtes qui fonctionnent en Europe. Ils vont en Chine créer des entreprises. On se dit, ils sont malades. Aller dans ce système-là, ouais, mais ils vous disent, vous avez la taille du marché? Il faut être là. C'est là où ça se passe, c'est là où ça change, c'est là où on a de l'énergie. Et puis, parce que quand on fait nos fameuses journées sur l'emploi, vous voyez débarquer Google, la Société Générale, avec 40 personnes, réserve 3 salles, et disent qu'ils veulent venir chez nous. Et où est le TI? Où est la PME là-dedans? Alors, on a une idée. Je ne sais pas si elle aboutira. Mais comme on est des early makers, Jean-Pierre, c'est un scoop, on va créer avec la BPI l'équivalent du VIE PME. Comme je disais à Nicolas Dufour, c'est quand même étonnant. Ils savent aujourd'hui tous aller à Sao Paulo, Shanghai, Vancouver. Tu leur dis, tu vas au RIAC, à l'hôtel de la gare, il n'y en a pas un qui veut y aller en disant « pas question, je ne connais pas ». Mais ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que tout notre système a été fait aujourd'hui pour les mondialiser, pour les mettre à l'aise dans des univers différents. Et il y a quand même des choses qui se passent dans notre pays. Donc il faut qu'on trouve un système pour valoriser les territoires. Et ceci dit, ce n'est pas parce qu'on l'a décidé, c'est simplement comme on va vers l'industrie 5.0, qui est une industrie de proximité, avec notamment ce qu'on appelle l'industrie de la réparation. La réparation, c'est votre dentiste, je suis désolé s'il y a des prothésistes dans cette salle, mais dans quelques mois, votre dentiste il va vous poser une petite galette ronde dans la bouche, il aura l'imprimante 3D, et il pourra travailler votre couronne ou votre implant comme il le veut sur place. Si ce n'est pas bon, il refait. Sur place, réparation sur place. Idem sur l'automobile, idem pour une prothèse de la hanche. Tout ce qu'on veut. Donc cette industrie de la réparation va être une industrie de territoire. Et quand on regarde par exemple dans le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, toute la vallée du Gier, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Donc nous devons être prêts, nous, à accompagner ce mouvement de l'industrie 5.0 qui va redonner de l'importance aux organismes qui ne sont pas justement du CAC 40. Voilà comment je peux répondre à vos deux interpellations qui sont très justes. En 30 secondes, parce qu'on va conclure. Je suis désolé de prendre un peu la parole, mais alors, du coup, il me serait très agréable que dans vos 2 contraintes hautes et basses, vous puissiez rajouter comment on gère la globalisation tout en préservant la territorialité. Parce que ce que vous avez dit m'a parfaitement parlé. Et je trouve qu'il faut absolument se mettre sur la mondialisation. Moi, j'ai une filiale à Dubaï, je travaille en Irak et en Côte d'Ivoire, mais je suis à Brignais. Bah oui. Et les gens, ils ne me connaissent pas, parce qu'ils disent « Ah, Brignais, mais c'est où Brignais? C'est hyper loin. Pourtant, il y a le café de la gare. Vous devriez venir, c'est très bien. On y mange très bien. » Mais encore à Brignais, vous n'êtes pas très loin de Lyon. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous ayez dans vos deux contraintes mais on les a. Le mot territoire. On l'a. L'entrepreneuriat. Il est là. D'accord. Le territoire, alors, le territoire est là. Mais, okay. Le territoire. Bon, mais vous avez répondu à mes questions globalement. Mais après, sur l'aspect de l'entrepreneuriat, c'était l'esprit d'entreprendre, l'esprit de l'entrepreneur. Early makers. Voilà, early makers. Ça m'a parlé. Voilà, parfait. Mais vous avez répondu à mes questions. Merci en tout cas de votre temps. Non, pas de problème. Merci beaucoup. Écoutez, on était ravis de vous avoir, Bernard, pour cette forme de la présentation. Et j'en profite, puisque vous avez fait allusion à Jean-Marc, pour le saluer. Jean-Marc, actionnaire aussi de TLM. Et merci aussi à Teddy Breton, qui est mon collaborateur, qui gère notamment le projet Gerland. Voilà, donc j'espère que j'ai pas dit de... Non, ça allait? Ça va bien? Bon, parce qu'après je me fais engueuler, moi. Non, Voilà, et puis pour toutes les questions que vous n'avez pas eu le temps de poser, vous allez pouvoir continuer autour d'un rafraîchissement et puis de quelques nourritures matérielles et pas uniquement spirituelles. Merci, on se retrouve le
jeudi 21 novembre pour le prochain Club 144. Merci beaucoup Bernard Beltan. Merci.